sans contact avec qui que ce soit d'autre. Par contre, si on est dans l'activité, si on est dans cette volonté, nous, de développer un sens et de prendre conscience de ce sens pour aller, enfin je dirais presque que c'est de la compassion, quelque part, quoi. Et alors sans rentrer dans la spiritualité, puisque la compassion est vraiment au centre de la spiritualité, d'être connecté à l'invisible réseau qui unit tous les êtres. Voilà. Quoi? C'est une connerie. D'accord. Est-ce que finalement le développement de la compassion pour un objet comme ça, et qu'on peut retrouver aussi moi il y a un truc qui m'a absolument bouleversé récemment, c'est que j'ai eu l'occasion d'aller dans une conférence avec des robots, et j'ai vu des vieux, des gens mourir, à qui on fout des robots, des bébés phoques robots. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est absolument bouleversant, quoi. On leur donne au Japon, on leur donne des bébés phoques robots, les vieux sont en train de mourir, ils sont là, et ils sont très tristes, ils ont très mal, et on leur met ce bébé robot entre les mains qui globalement a des grands yeux, les regarde, et c'est une boule de poil, quoi, qui fait qui est gentil, quoi, qui touche chaud, machin. Et les gens d'un coup se transforment instantanément, ils se redressent, leurs yeux se lèvent, la cataracte, on dirait qu'elle est partie. Il y a une étincelle de vie qui se recrée immédiatement parce qu'ils s'en occupent. Ils le réchauffent, parce qu'en fait le truc tremble, il a froid, il faut le réchauffer, et il faut le réchauffer, quoi. Donc est-ce qu'on n'est pas là dans le nœud de ce que Marshall McLuhan appelait le média froid et le média chaud, qui est que nous devons absolument comprendre en tant que civilisation que notre imagination nous sert à réchauffer ce qui n'est pas vivant. Nous sert à... En fait, nous avons un pouvoir extraordinaire. Nous avons le pouvoir de donner la vie à ce qui n'a pas de vie. Enfin, du moins, de manière établie par nos ancêtres, nos instances. Nous avons ce pouvoir-là, il est entre nos mains, et on veut nous convaincre que nous n'avons pas ce pouvoir-là, quoi. C'est un pouvoir très simple, c'est pas du tout un truc supernaturel, c'est la nature, en fait. Et est-ce que ce que nous avons créé, nous, en tant que civilisation humaine, est-ce que c'est moins naturel que la nature? C'est donc Murray Bookchin qui dit ça, qui est un anarchiste américain qui a beaucoup travaillé sur l'écologie, le rapport au monde, et qui dit quelque chose de très simple là-dessus, qui dit que pour lui, à partir du moment où l'homme peut se sentir supérieur à la nature, il est capable de se sentir supérieur à l'homme. Parce que finalement la nature nous écrase, elle est 100 fois plus puissante que nous, donc si on est capable d'être maître de la nature, qui vous êtes, quoi? Rien. D'accord? Et ça, c'est le péché originel pour Bookchin, quoi. C'est cet état de fait de dire non, la nature n'est pas supérieure à nous, nous ne sommes pas supérieurs à la nature, nous partageons cette terre ensemble, quoi. Même si elle ne parle pas. Et que nous faisons partie de la nature, et nos créations artificielles font partie de la nature parce qu'elles viennent de nous, et que nous sommes la nature. Est-ce que le plastique est nature, en fait? Donc si le plastique est nature, le pixel est nature. Et si le pixel est nature, nous pouvons nous engager dans des univers virtuels en utilisant non pas le réalisme et l'hyper-réalisme et nos modèles de réalité, mais notre imaginaire pour réchauffer cet ensemble-là et le faire naître, en fait. Et alors, du coup, est-ce que tu dis le pixel est nature mais je parlais tout à l'heure de l'espèce de contrainte du visuel. Le pixel, c'est l'aspect visuel, et ces mondes virtuels, ils existent aussi de manière algorithmique, et là, donc complètement cachée, et peut-être tout aussi vivant. Bah, c'est ce qui est intéressant, hein. C'est pas... Enfin, ce qu'on voit, c'est l'expression d'un algorithme. Et ce qui est intéressant, c'est l'interaction avec cet algorithme, ou ces algorithmes. Je peux juste dire sur les algorithmes 2 secondes. Nous ne le savons pas encore, mais nous sommes régis par des algorithmes, de plus en plus. Le monde autour de nous, et ce n'est pas du tout une idée de science-fiction, ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose d'extrêmement concret, la réalité se numérise. La plupart des choses que nous voyons autour de nous sont les résultats d'algorithmes, de calculs. Et parce que la réalité du monde est la réalité financière, beaucoup, que la réalité financière c'est une réalité d'algorithme aujourd'hui pure. Il n'y a plus aucun rapport entre la ressource et la valeur de la ressource, ça n'existe plus, ça s'est extasié, ça s'est... Et on est dans ce monde-là, quoi, et nous sommes dans ce monde-là, donc l'algorithme il est tout autour de nous, en fait, quoi. Et ça c'est très dangereux, parce que ça finalement il nous envahit, c'est plus nous qui l'envahissons, c'est lui qui vient à nous, quoi. Il n'y avait pas déjà une intertransparence entre, à partir du moment où on a créé les mathématiques, pour répondre à des lois physiques, pour pouvoir compter la nature, mais pouvoir aussi l'ordonner, pour pouvoir créer des lois qui expliquent ce qu'on vivait, pour pouvoir repousser aussi la peur d'un certain nombre de phénomènes. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, et l'évolution des mathématiques,
qui amène l'algorithme, est-ce que, il y avait déjà une interpénétration pour moi, on superpose les mathématiques et la nature, et finalement la nature nous renvoie aussi des mathématiques. Le fameux nombre d'or qu'on retrouve réellement dans des objets naturels, qu'on a plaqué du coup dans des architectures, mais qu'on a su calculer, qu'on a créé en certaine manière. Et de la même manière, finalement, l'informatique, c'est le niveau presque peut-être au-dessus, ou simplement même l'évolution logique de ça, c'est que maintenant qu'on a calqué les mathématiques pour répondre à la nature, finalement, maintenant on peut la recréer, et la nature nous revient, en fait, elle nous réenvahit à travers ça. Tu fais des maths ici. Vous faites des maths? Non. Non, tu fais pas de maths? Toi, tu fais des maths? Non, moi je suis pas matheux. On n'a pas de matheux. Mathématicien dans la salle. Il y a des béotiens, parce qu'il y a des mathématiciens dans la salle qui peuvent répondre. Est-ce que les maths, c'est la vie? Est-ce que les maths, c'est la vie? Est-ce que les maths, c'est une transcription, c'est une interprétation, c'est une traduction de la vie, ou est-ce que c'est la vie elle-même? Pour les Bogdanov, ouais, je crois. Ah non, mais je crois vraiment. Hop, Une interprétation un micro là-bas peut-être? Oui, un micro. Alors bon, je m'excuse si je vais raconter des bêtises, mais en fait les maths permettent juste d'exprimer une théorie, c'est-à-dire que tant qu'on reste purement dans le domaine mathématique, il n'y a pas besoin de lien concret à la réalité. Par contre, là où les maths deviennent réelles, c'est quand on fait le lien avec la physique, c'est-à-dire qu'on est capable de dire, ben voilà, on observe ça dans le monde, on le représente conceptuellement sous la forme des mathématiques, et il y a un lien avec le réel parce que ce qu'on voit et ce qu'on prédit en utilisant les maths est ensuite validé par des faits. Et c'est ce qui permet de lier les deux, et c'est ce qui fait qu'il y a un lien très fort entre les mathématiques et la nature. C'est-à-dire qu'on décrit des règles très simples avec un modèle de maths, et ensuite on va observer dans la nature que ces règles sont effectivement réalisées. Bon, après, je sais pas si c'est une bonne réponse, mais voilà. Bah, ça suffit en tout cas. Merci. Donc la question se pose, c'est finalement, est-ce qu'il y a une mystique du chiffre en fait? Est-ce qu'on est capable de... Est-ce que le chiffre peut devenir conscient de lui-même, quoi? Ouais, alors c'est pas facile là comme question quand même. Mais non, c'est pas facile, mais en même temps, c'est au cœur du problème de la singularité, qui est un problème qui nous occupe tous dans la SF. Enfin, moi, je suis pas un auteur de SF, spécialement. Mais alors, je vois Claude Zor qui se marre là. Donc, Non, mais le chiffre. Le chiffre, enfin, pour moi, le chiffre, c'est quelque chose de mort. C'est comme une image qui bouge pas, c'est comme une photo. Ce qui fait bouger le chiffre, c'est du calcul, c'est de la logique, c'est les opérateurs. C'est du process. Et c'est, enfin, pour moi, le chiffre, ça, enfin, je suis pas matheux, hein, mais ça exprime pas grand-chose, ça exprime un état, c'est tout. Est-ce que c'est pas comme le pixel finalement? Oui, un peu. C'est-à-dire que, de la même manière, mais pour revenir vraiment du coup au jeu de la vie au départ, un chiffre seul en tant que tel n'exprime rien, il n'appartient pas à un système, il reflète pas non plus de lois physiques naturelles ou pas, et finalement c'est en les mettant ensemble, en les laissant interagir les uns avec les autres, avec des lois qui deviennent vivants. Et est-ce que là du coup on revient pas et aux pixels qui s'animent pour créer des patterns et du jeu de la vie, et de la même manière, de manière beaucoup plus évoluée et plus tardivement, on en arrive finalement à ce qui se passe dans les mondes virtuels conçus et évolutifs et vivants. Alors, pour vous donner un exemple de ça, qui est vraiment un exemple personnel tiré de mes pérégrinations dans le monde virtuel, ça fait 10 ans maintenant que je cherche et j'ai vraiment parcouru tout un tas de trucs. Les seuls moments où j'ai vraiment pu éprouver quelque chose de semblable et sans prendre de drogue, hein. Donc je le précise, parce que, voilà, ça y est. Non, sans prendre de drogue, enfin même si j'en ai pris et que ça a dû laisser peut-être des séquelles, le seul moment où j'ai vraiment compris le vertige que je pouvais avoir face aux aberrations de la nature telles que moi je les envisageais, c'était quand je me retrouvais face aux aberrations du code en fait. Ces canyons dont tu parles, qui sont probablement des choses incroyables si nous nous matérialisons comme un humain au fond de ce canyon-là et nous pouvons le regarder d'en bas. Je veux dire, pour méditer ou pour faire un pique-nique, ça doit être incroyable comme endroit, quoi. Et ça c'est spécifique, non mais ça c'est spécifique à ce monde virtuel. Donc c'est à quel moment allons-nous comprendre que ces environnements-là sont finalement propices à ça, et je pense qu'on peut trouver une trace de ça chez Bachelard. Et alors je cite Bachelard parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément, et notamment sa théorie sur l'imagination matérielle, donc que tout vient
que l'imagination est avant tout une imagination de matière. L'eau profonde, l'eau croupie, l'eau claire, le ciel nuageux, le ciel d'azur, les nuages gros, les nuages mous, donc ces choses-là, quoi. Et donc finalement, est-ce que nous pouvons construire sur cette base d'esthétisme, de rapport à l'esthétisme, de mise en relation entre l'émotion et l'esthétisme, une imagination matérielle nouvelle, d'un nouvel élément, qui est l'élément virtuel, qui est l'élément du pixel, quoi, du mesh, de la texture, quoi, et qui pourrait commencer à induire des espèces d'états seconds comme ça, de méditation, de rêverie, de descente au fond de soi-même et au fond d'un détail, d'une fractale, et pour pouvoir justement créer des moments de réflexion en nous qu'on peut trouver dans la nature normale, dans la vraie nature en fait. Moi j'aime beaucoup dans le labyrinthe de Pan la petite fille qui crée sa porte avec la craie et qui ouvre la porte dans le mur pour rejoindre ces mondes fantasmatiques. Et j'aime penser que dans le jeu, mais je pense que, parce que je ne suis pas auteur de romans, mais finalement qu'on est tous un peu, en tant qu'auteur, au sens large, on offre un peu des craies aux gens et on leur permet justement de s'ouvrir leurs portes. Alors parfois on rate, mais parfois effectivement on leur, à travers juste un détail ou une image ou un mot ou un son pour les musiciens, on ouvre. On donne surtout la possibilité aux gens d'ouvrir cette porte et de s'enfuir un peu, de se créer ce monde fantasmatique qui peut ressembler à la nature mais qui peut ne pas y ressembler, à la limite peu importe, il ouvre la rêverie. On est là pour le coup dans quelque chose de très très romantique, on rejoint Vigny et tous ces gens-là avec l'image du lac et on part dans une espèce de rêverie un peu contemplative, mais qui est aussi créative dans le sens où, et là je pense que c'est en tant que romancier vous devez plus le ressentir comme ça encore, on projette un monde rêvé, un monde fantasmatique. Non, le truc c'est que, enfin, moi j'aime pas le terme de fuite en fait. C'est, je pense que le but du jeu c'est de revenir à nous. Le danger, c'est la fuite, justement. Toi, tu parles d'un auteur, mais à partir du moment où on a un monde qui est généré avec des règles simples qui créent de l'émergence, et on a, comme c'est le cas dans les mondes virtuels aujourd'hui, des interactions entre les gens, et du partage, et une repopulation de ces environnements-là, il n'y a plus d'auteurs. Il n'y a plus que ce qui est, il n'y a plus que des gens qui sont dedans et qui ont... Et le principe de la rêverie, c'est pas de fuir. Hein. Le principe de la rêverie, c'est de revenir au corps, en fait. C'est de revenir à soi. Alors oui, mais la fuite, ça peut être... c'est pas spécialement la fuite du corps ou la fuite de soi, ou même éventuellement pire, la fuite de l'autre. Ça peut être aussi simplement la fuite on va dire d'une réalité ou d'une morosité qu'on n'a pas spécialement envie de vivre à ce moment-là, et qui n'est pas pourtant la réalité. Peut-être que finalement, ma réalité virtuelle m'est plus réelle à moi, elle est plus proche de ce que j'ai dans mon mental, ou même de ce que j'ai envie de vivre, même de manière sensorielle, que le quotidien dans le métro parisien, par exemple. C'est en ça que je parle de fuite, mais peut-être qu'effectivement le mot est mal choisi. Est-ce que se balader en forêt, c'est une fuite ? Non, c'est très intéressant. On fuit la réalité en étant dans la réalité. C'est une évasion plutôt qu'une fuite. Merci. Peut-être qu'effectivement le mot évasion est plus... Comment disait Tolkien, je préfère l'évasion du prisonnier à la fuite du déserteur. Je crois que c'est ça qu'il disait. Qualifier la nature de l'imaginaire en fait. Donc à quel moment on déserte et à quel moment on s'évade. Voilà. Moi je sais pas. En tout cas, moi je sais que j'ai fait des expériences de méditation. Et par méditation, je ne dis pas méditer sur quelque chose, parce qu'on ne médite pas sur quelque chose, on médite... la méditation est un état. À travers ça, que je partage, que je ne suis pas le seul à voir, parce que, par exemple, il y a beaucoup d'environnements sociaux où les écoles de zen se pullulent. C'est incroyable. Le zen est en train d'obtenir une seconde vie dans les mondes virtuels. C'est incroyable. C'est la méditation assistée. C'est-à-dire que les gens vont se mettre dans un dojo, dans un univers virtuel, ils vont prendre leur avatar. Comme le zen est une discipline du corps pour induire un état à un moment donné, ils vont prendre leur avatar, ils vont le positionner précisément de la bonne façon, se concentrer dessus, donc être concentré de la même manière qu'un zen demande de la concentration sur quelque chose, et ils vont se servir de l'environnement dans lequel ils sont pour reproduire, et de ce fait méditent aussi, quoi, en même temps. Et une espèce d'effet rebond comme ça, et c'est très puissant. Et les gens, c'est assez étonnant en fait, quoi. Donc, bon voilà, moi je suis témoin de ça. Après, je suis pas certain que ce soit plus qu'un instrument de méditation, j'en sais rien.
On va malheureusement arriver au terme du temps que l'on a. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent réagir sur la thématique qu'on a là? Et si... Ah bah c'est au fond, rapidement. Oui, bonsoir, je voulais dire que j'aime beaucoup l'exemple du phoque qu'on donne aux retraités japonais, que David Calvo fait un peu la même chose à titre personnel, j'ai envie de le prendre contre moi et de le rassurer, et que ça me fait du bien. Non, je voulais rebondir sur les bugs qui sont encore à l'écran et que je trouve assez sensationnels, et que très clairement, s'il y avait un jour une anthologie des bugs de conception qui donne ce genre d'image, ou comme le coup de la lave qui part dans des sens quasi mathématiques, je suis hyper acheteur pour créer des mondes et créer des exoplanètes et des choses comme ça. Il y a une poésie incroyable là-dedans, quoi. Donc j'espère que c'est compilé quelque part, que c'est pas perdu, quoi. C'est assez fantastique. Ah, c'est perdu, mais l'exploration est... Enfin, je veux dire, c'est... J'ai pas les paramètres en tête, par exemple. Mais en fait, si je dois les avoir sous le coup de ces paramètres-là. Je veux bien les dealer. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement, il y a tout un pan d'exploration pour proposer des univers exotiques au travers de paramètres physiques autres. Et donner aux joueurs la possibilité de modifier ces paramètres et de jouer avec. Donc c'est pas le cas dans From Dust, mais ce serait quelque chose de vraiment intéressant. David, pour finir en 2 secondes, sur l'hypernature, est-ce qu'on a exploré ce que tu cherchais à explorer? Ah non, rendez-vous l'année prochaine, on vient de commencer là. Je sais pas où on en est. On vient à peine de commencer, on vient à peine de lancer les bases théoriques du truc, quoi. Et le mot hypernature n'existe pas, on le crée là, hein. Donc c'est un truc qui crée par entre vers nous, donc on verra bien où ça nous mène. Très bien, bah merci à tous, merci de nous avoir suivis et à l'année prochaine. Donc.